Bonjour et bienvenue dans Impact consacré aujourd'hui au Mediator. Le scandale du Mediator révèle les dysfonctionnements des mécanismes d'autorisation et de contrôle des médicaments en France. L'Inspection générale des affaires sociales, dans un rapport accablant, a parlé d'anesthésie générale de la chaîne du médicament. Comment en est-on arrivé là et comment faire en sorte que ce type de crise, de scandale ne se renouvelle pas? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants le député socialiste de Paris, Jean-Marie Le Guen. Impact, c'est tout de suite. Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député PS de Paris, vous êtes adjoint au maire de Paris en charge de la santé, vous avez été longtemps président du conseil d'administration de l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Vous êtes également médecin de formation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Impact. Jean-Marie Le Guen, qu'est-ce que le Mediator ? Le Mediator, au point de départ, c'est un médicament qui est donné comme une sorte d'adjuvant au traitement du diabète. Un antidiabétique. C'est un antidiabétique, encore qu'il apparaît comme étant un antidiabétique de second ordre, intervenant quand d'autres n'ont pas été donnés. En réalité, et c'est bien là pas tout le problème, puisque déjà il n'aurait jamais dû être considéré comme un antidiabétique, On y reviendra, mais la réalité, c'est un coupe-faim. Et donc un anorexigène, comme l'on dit. Et c'est comme tel qu'il va être d'ailleurs utilisé, même si on le cache derrière le vocable pseudo-scientifique faux d'antidiabétique. La réalité, c'est que c'est un coupe-faim et qu'il va être utilisé comme tel, c'est-à-dire utilisé très largement, en dehors même de ce pourquoi théoriquement il est fait, mais on savait que ce n'était pas ce à quoi il devait servir. Et donc il va être utilisé par plus de 5 millions de Français. 80 ou 90 millions de boîtes vont être distribuées dans le monde et ça va donner donc les dégâts que l'on sait. Entre 500 et 2000 morts, selon les estimations, un accident, enfin un scandale tout à fait tragique, bien sûr. Est-ce que c'est lié, comme vous semblez l'indiquer, au détournement de l'utilisation principale du Mediator, un détournement de son usage classique ? Tout à fait, et plus grave encore. C'est-à-dire que jamais il n'a été véritablement efficace sur le point officiel sur lequel il aurait dû l'être. Donc c'est un habillage, malheureusement. Et tout le monde savait implicitement ou explicitement, tout le monde, enfin ceux qui étaient amenés à l'utiliser, c'était qu'il était utilisé pour autre chose, pour un rôle de coupe-faim. Et là, c'est pas le coupe-faim en tant que tel qui était dangereux, mais les effets secondaires de ce coupe-faim qui étaient connus parce que dans sa classe, lui, c'est le petit frère, et il avait un grand frère, l'Isoméride, qui était, lui, un super délinquant, qui, très vite... Produit par les commercialisé par le même laboratoire, Servier, qui a été retiré très vite du marché en France, beaucoup moins vite aux États-Unis d'ailleurs, et qui a créé, lui aussi, le même type de dégâts. Un médicament pas très efficace et mal prescrit. Ou prescrit à mauvais escient. Voilà. En plus de ça, vous l'indiquez, la pharmacovigilance est un processus de surveillance, en gros, de gestion, de surveillance. Voilà, la police du médicament, déficiente, largement déficiente. C'est ce que semble souligner le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Sans aucun doute déficiente. Alors, le rapport de l'IGAS va se centrer sur cette question-là. De la pharmacovigilance. La pharmacovigilance et les décisions des tribunaux qui donnent autorisation ou pas à ce que le médicament... soit mis sur le marché. Donc police-justice, si j'ose dire, hein, pour prendre des comparaisons. Voilà. Donc la police est mal faite en ce sens que les médecins ne sont pas véritablement stimulés à porter plainte ou à faire des remarques s'il y a des choses anormales qui se passent. Il n'y a pas une centralisation. Mais est-ce que les médecins le savaient, ça ? Est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils avaient cette information sur le Mediator et sur ses effets secondaires terribles ? Cette information, ils ne l'avaient pas pour la plupart. Les plus compétents ne l'avaient pas. Certains avaient très peu nombreux avaient un doute, etc. Beaucoup pensaient que c'était un médicament relativement inefficace, mais par ailleurs... Mais inoffensif. Jean-Marie Le Guen, comment un médicament est-il mis sur le marché ? Quel est le processus d'AMM, ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché ? Il y a une commission dans une agence. L'agence, c'est l'agence l'AFSAP, l'agence du médicament, pour parler en langage commun, qui réunit des experts et qui dit ce médicament est efficace, ce médicament n'est pas dangereux, ou du moins il a des effets secondaires, mais le rapport bénéfice-risque est plutôt positif. On va lui donner ce qu'on appelle une SMR, un service médical rendu, c'est-à-dire qu'on va dire que ce médicament paraît vraiment intéressant parce qu'il apporte quelque chose de nouveau. Efficace.
Et puis après, on va dire, c'est le quatrième temps de la démarche qui s'appelle l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu. Alors là, on dit, bon, c'est non seulement plus efficace, et en plus, ça coûte, entre guillemets, moins cher. Bon, donc toute une série de ça, filtres qui existent. Théorique. Voilà. Toute une série de filtres avant qu'un médicament soit mis sur le marché. Oui. Et ça, c'est le job de l'agence du médicament, de l'AFSAP. En gros, on va dire, parce qu'il y en a le Mediator, il a échappé à tous ces filtres. Il est passé à travers. Le Mediator, d'abord, il est né dans les années 70, c'est-à-dire, oui, c'est ça, dans les années 70. C'est-à-dire qu'avant que se constitue tout le processus de l'agence. L'agence du médicament, elle naît à la fin des années 80, après le scandale du sang contaminé et après d'autres scandales liés à des médicaments. Avant, c'était d'un artisanat absolu. Donc, on crée une agence et cette agence est plutôt bien. Je veux dire que, par exemple, elle a été capable, alors qu'elle était toute jeune, d'arrêter le délinquant principal qui était l'isoméride. Du même laboratoire. Antidiabétique, pareil, antidiabétique, coupe-faim, etc. Qui faisait encore plus de dégâts. Donc, cette agence a été capable de faire ça. Mais il se trouve que, en partie sans doute, parce que cette agence a dépensé beaucoup d'énergie à attraper le délinquant principal, alors que toutes les forces, on y reviendra, les forces de lobbying poussaient à ne pas l'arrêter en disant mais comment, c'est un médicament efficace, reconnu par les Américains, un temps, c'est vrai, pendant 6 mois, 1 an, du second laboratoire français, vous ne pouvez pas, vous agence française, dévaloriser les produits de notre industrie. Et puis, pendant que toute cette bataille, il y avait le cousin germain ou le petit frère qui avait l'air moins délinquant, qui était réservé à des cas très particuliers, qui n'avait pas vocation à être le leader, etc. Et en fait, le petit frère s'est révélé... Le Mediator s'est révélé un grave délinquant parce qu'il a pris la place du grand frère. C'est-à-dire que quand le grand frère a été mis en prison, eh bien, c'est le petit frère qui a occupé tout l'espace réservé à la potentielle délinquance de ce médicament. Et là, l'AFSAPS n'a rien fait. Et là, l'AFSAPS a laissé passer plusieurs fois, fin des années 90, où la sécurité sociale dit en gros, mais dites-moi, ce médicament-là, on perd de l'argent parce qu'il est prescrit trop souvent en dehors de ce pourquoi il devrait être prescrit. Comme un coupe-faim et non comme un antidiabétique. Mais ils disent pas c'est dangereux, ils disent c'est quand même, il est prescrit en dehors des clous et donc ça va nous coûter cher. Bon. Et là, pas de réaction qui soit montée véritablement au niveau de la décision. C'est bien ce que reproche l'IGAS. C'est ce que reproche l'IGAS, c'est que ça ne remonte pas vraiment. Puis en 2005, à ma connaissance, je crois que la date est à peu près celle-là, là on dit attention quand même. Là, il continue à être prescrit, il se promène dans les champs, etc. Mais en plus, il y a quand même des morts à son actif. Hein. On sait qu'il y a des morts. Et là, à nouveau, il y a hésitation. On se dit on va le retirer, on va pas le retirer. En tout cas... de l'ASMR et puis du remboursement et puis on dit bon finalement non, etc. Bon, très bien. Et puis enfin arrive ce qui s'est passé avec le livre principalement d'Irène Frachon, du docteur Irène Frachon, qui va extérieure au dispositif. Donc l'alerte vient de l'extérieur, absolument. La chaîne du médicament. Et là, elle va aller devant l'AFSAPS, on va la bouler, elle va prévenir le ministère de la Santé, on va la bouler, elle va faire un bouquin. Ce bouquin sort au printemps dernier. Et là, Gérard Bapt, député socialiste qui est rapporteur des questions de sécurité sanitaire à la commission des finances, et qui est le président de la commission d'enquête, qui est aujourd'hui le président de la commission d'enquête, va dire mais quand même c'est bizarre cette histoire. Il va poser des questions à l'AFSAPS écrites en tant que député rapporteur de leur budget. Il va y avoir quelqu'un à l'AFSAPS qui va demander à la CNAM de faire une étude. L'étude va dire oui, on pense nous qu'il y a entre 500 et 2000 morts. Donc à ce moment-là, ça explose, le scandale explose et voilà. Bon. Est-ce que les entreprises pharmaceutiques siègent dans les différentes commissions que vous avez évoquées, en amont de la commercialisation, donc de l'AMM, et en aval au niveau de la pharmacovigilance ? Elles viennent défendre leurs produits, ce qui n'est pas en soi... Il faut bien qu'il y ait un avocat, puisqu'il y a un procès qui se fait, il y a un avocat. Le problème qui a été posé, un premier problème, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est le problème des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que les fameux juges en question sont souvent des experts qui, par ailleurs, travaillent pour des industries pharmaceutiques, parce qu'on n'a pas en France autant d'experts qu'on pourrait se permettre d'en avoir payés par le public et d'autres payés par le privé. Donc ceux qui décident sont payés par l'industrie pharmaceutique. Alors ils arrivent. Alors le problème, c'est que théoriquement, ils doivent déclarer leurs intérêts. Simplement, en France, on est un petit peu trop coulant. Et puis, il y a une sorte d'omerta avec disons les choses.
s'est constitué un lobbying discret qui poussait, et qui, comme le dit le rapport de l'IGAS, c'est-à-dire que le bénéfice du doute bénéficie à l'industrie et pas au patient. Il y a un accusé, évidemment, qui est pointé du doigt, c'est le laboratoire Servier, et c'est la personne de Jacques Servier. Est-ce que ce laboratoire a été protégé parce qu'il était français, notamment au cours de ces différentes périodes, alors même que l'on savait que ce médicament, produit commercialisé par Servier, était dangereux, nocif? Le fait que ça arrive avec le laboratoire Servier n'est pas un hasard. D'abord, ce laboratoire est dirigé par une personne autocrate qui est totalement obstinée et qui s'emploie tant à l'intérieur de son entreprise qu'à l'extérieur à faire taire tous les esprits critiques et qui considère donc qu'il a toujours raison et qu'il doit donc obtenir satisfaction dans ses demandes. Et donc, ce laboratoire qui est avec cette politique-là, avec un marketing, c'est-à-dire il y a du marketing en matière de médicaments qui consiste à transformer la nature de l'efficacité du médicament pour le présenter de la façon la plus efficace vis-à-vis des autorités sanitaires. Et donc il a créé l'idée que c'était un médicament antidiabétique alors que c'était un coupe-faim. Bien. Et qu'il a fait du marketing après près des docteurs, sans leur dire, mais en gros, il leur disait, par ailleurs, il laissait entendre que c'était des coupes-faim, et c'est pour ça qu'il a été autant prescrit, pas en tant qu'antidiabétique. D'accord, Jean-Marie Leguet, voilà. Mais est-ce qu'il n'a pas été protégé par des gouvernements, des gouvernements, le laboratoire parce Servier qu'il était français, protectionnisme pharmaceutique. Le laboratoire Servier, à mon avis, a été au comble des limites peut-être franchies de ce qui est acceptable en matière de lobbying. Il est très lié, disons les choses, à la droite. Il se trouve que M. Sarkozy a reconnu lui-même qu'il était l'avocat de l'entreprise du laboratoire Servier. Il l'a reconnu quand il a remis la grande croix de la Légion d'honneur à M. Servier en 2009. Il lui a dit « Rappelez-vous quand nous travaillons ensemble à installer votre entreprise, le siège social en Hollande », ce qui est quand même incroyable qu'on entende le président de la République se vanter d'avoir transféré un siège social en Hollande. Et lui dire également, je sais, on se connaît très bien, vous avez l'habitude de protester contre les tutelles de l'administration, les contrôles de l'administration, et vous avez raison. C'est-à-dire, Monsieur Servier, quand on vous embête sur votre médicament, eh bien, l'administration ne fait pas son travail, etc. Ce qui veut dire que cet autocrate s'est senti complètement légitimé. Par ailleurs, il entretient des liens avec le système de soins français absolument considérable, un lobbying, ce laboratoire-là plus que tout autre, avec la nomination de personnalités. Vous disiez que j'étais au conseil d'administration de la science publique. Eh bien, l'Élysée a fait désigner un représentant de Servier comme représentant à l'intérieur du conseil d'administration de la science publique. L'Élysée a choisi que le pôle de compétitivité, c'est-à-dire tout ce qui organise les liens entre l'industrie, la recherche, les universités à Paris, ça s'appelle Médicène, soit présidé par quelqu'un de Servier. Il y a plusieurs conseils d'administration d'universités où il y a des représentants de Servier. Beaucoup de sociétés savantes, c'est-à-dire l'association des cardiologues, scientifiques, etc., sont financées par le laboratoire Servier, etc. Donc la responsabilité de Servier, à vos yeux, est totale. La responsabilité de Servier, à mes yeux, est totale. Avec la complicité d'un certain nombre de personnes, de personnalités, dont Nicolas Sarkozy, qui a été l'avocat du laboratoire. La complicité, je ne sais pas. Je dis simplement qu'il y a une tolérance et même une habitude de faiblesse vis-à-vis de ce laboratoire qui était notoirement connu, puisqu'il avait déjà eu l'affaire de l'isoméride. Et quand ce n'était pas des médicaments très dangereux type isoméride, il est très connu pour un autre médicament, le Daflon, qui était un médicament vénotonique qui a coûté des fortunes à la sécurité. Pardonnez-moi. C'est pour les jambes lourdes des dames. En gros, je caricature, mais en gros, quand vous aviez des jambes lourdes à un certain âge, on vous donnait du Daflon. Ça a coûté des centaines de millions à la sécurité sociale. C'est un produit qui faisait depuis des années la preuve de son inefficacité. En l'occurrence, il n'était pas dangereux, mais totalement inefficace par toutes les études scientifiques. On a mis 15 ans à le déranger.
remboursé. 15 ans. Pendant ce temps-là, le laboratoire Servier s'est largement enrichi. Et donc, vous voyez bien que c'est un laboratoire qui a eu quelques réussites commerciales, qui est très fort dans des pays un peu exotiques, du type la Russie, la Chine, où, comment dirais-je, la démarche marketing est un peu particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, s'il vous faut des gens de terrain qui savent convaincre d'une façon très efficace les prescripteurs, bon, ça fait beaucoup, quoi. Vous avez proposé de revoir intégralement la pharmacopée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'il faut passer au crible, il faut revoir tous les médicaments qui sont actuellement mis sur le marché? On sort de 30 ans, on ne va pas avoir le temps de faire, mais toute l'histoire depuis 20 ans, l'histoire du médicament n'a cessé de décroître. C'est-à-dire que depuis 10 ans, 15 ans, on produit des médicaments de moins en moins efficaces, des médicaments de plus en plus nombreux. Et donc, vous avez une pharmacopée aujourd'hui de, en gros, plus de 8000 médicaments, ce qui veut dire que sur le marché, commercialisé. Donc, suivre 8000 médicaments pour n'importe qui, que ce soit pour l'agence ou pour les médecins concernés, c'est extrêmement difficile. Qu'il y en a plein qui sont au mieux inutiles, quelques-uns qui sans doute sont dangereux, et que donc, moi je trouve qu'il faut revenir à la pharmacopée qu'on a dans d'autres pays européens, aux alentours de 4000, enfin ça varie entre 2500 et 4500. Donc retirer la moitié. La moitié doit être nettoyée parce que ça ne sert à rien, si ce n'est à compliquer la distribution, compliquer le suivi du médicament, et ça n'apporte rien du point de vue des patients. Donc recentrons notre pharmacopée, c'est une première chose. Parmi toutes les mesures qu'il faut mettre en œuvre. 2 commissions d'enquête, une à l'Assemblée, une au Sénat, en lien avec cette affaire du Mediator. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je pense qu'on va en attendre d'abord... vous savez, c'est important quand les gens viennent témoigner. Quand les gens viennent témoigner, eh bien, ils sont obligés de s'expliquer. Il y a des députés pugnaces qui vont leur poser des questions. Il y a aussi un cérémonial. Donc, on verra des choses arriver. Moi, je veux dire, j'espère, par exemple, que M. Servier, personnellement, viendra à la mission d'information. Moi, je suis très dur là-dessus. Je serais pour qu'on aille vers la mise sous séquestre des biens de M. Servier. Je suis pour que le ministère de la Santé s'occupe sérieusement de l'avenir de ce laboratoire qui va, si personne ne fait rien, si on laisse cet autocrate englué dans ses affaires judiciaires, à juste titre, gérer cette entreprise va aller dans le mur. Donc il faut, sauver l'entreprise, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent, il y a des brevets, il y a des choses quand même. Bon. Et deuxièmement, il faut faire payer Servier. Et il faut être sûr qu'il ne fout pas le camp en Hollande ou je ne sais pas où pour éviter de se faire payer. Voilà. Moi, je suis très, très rigoureux. Je ne serais pas loin de proposer une nationalisation sans indemnisation pour le laboratoire Servier. Je le dis franchement. Si j'avais les moyens de faire les études juridiques, je le ferais. Une autre piste suggérée par le ministre en charge de la Santé, Xavier Bertrand, consiste à prescrire non pas les marques des médicaments, mais les molécules, ce qui aurait permis de mettre en évidence la toxicité, peut-être, du Mediator. Alors, la toxicité... Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste? Oui, c'est une piste que je suggère depuis maintenant 7 ou 8 ans. À chaque fois qu'il y a un débat sur les lois de santé publique ou sur les lois de sécurité sociale, j'interviens en demandant à ce qu'on promeuve et on décide la prescription en DCI, dénomination commune internationale non scientifique, pour 2 raisons. Celui que vous venez d'annoncer, c'est-à-dire qu'on aurait vu que le Benfluorex appartenait à la famille. Benfluorex plutôt que Mediator. Voilà, voilà. Et derrière les noms, il y a souvent un peu de marketing. Mediator était d'ailleurs, reconnaissons-le, un nom qui était plutôt bien trouvé. Je veux dire, ça sonne... Benfluorex, ça indique clairement qu'il s'agit d'un anorexigène. Voilà, il appartient à la famille des anorexigènes. Voilà. Et donc, premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est que ça coupe la démarche commerciale des laboratoires qui vont plus difficilement vendre du Benfluorex et d'une façon moins particulière que de vendre du Mediator. Voilà. Parce que le Benfluorex ou telle autre molécule, il y aurait 7 ou 8 laboratoires. Donc, la pression est moins forte sur le médecin. Comment le gouvernement a géré cette crise, selon vous ? Depuis que Xavier Bertrand est arrivé, c'est-à-dire le premier jour où il est arrivé, il a pris la crise dans son panier. Je pense qu'il a compris la gravité de la situation. Et donc, il a pris jusqu'à présent les dispositions que je trouve normales de prendre. Voilà. Lui-même, il sait qu'il faudra qu'il vienne devant les commissions d'enquête parlementaires pour expliquer pourquoi en 2005 on n'a pas sorti ce médicament. Mais je pense qu'il a compris, la gravité de la situation. Mais je trouve qu'il ne va pas assez fort sur Servier, sur l'entreprise. Est-ce que l'un des problèmes de fond, c'est pas que les Français consomment trop de médicaments et mal?
à travers des phénomènes d'automédication notamment. Mais pas Nous seulement. avons une très mauvaise éducation à la santé. Le français est le recordman du monde de consommation de médicaments en termes de quantité. Donc, et parmi les médecins qui ont prescrit... C'est lié au fait qu'il y en a trop. Vous parliez de 8000 c'est lié à médicaments mis tout, sur le marché. c'est lié au commerce, c'est lié à notre façon d'exercer la médecine, où un médecin qui ne prescrit pas du médicament, c'est comme s'il n'avait pas fait de consultation. C'est-à-dire qu'il y a une identification dans la psychologie des gens égale problème de santé égale médicament qui vient me sauver. De fait, l'ingestion de médicaments est la base du sauvetage sanitaire. Et ça, on considère qu'un médicament, si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. J'espère qu'après le Mediator, tout le monde va comprendre qu'on ne prend pas impunément des médicaments. Jean-Marie Le Guen, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette conversation. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.